Après avoir visionné l'entièreté du module, vous serez à même de juger de la possibilité de coller un parquet dans une pièce donnée. Vous connaîtrez les critères d'acceptation du support et des méthodes de rénovation éventuelles de celui-ci. Enfin, vous saurez choisir, placer et traiter un parquet dans les règles de l'art. Bonjour, nous sommes heureux de pouvoir vous épauler pour un travail passionnant mais parfois délicat. La pose collée d'un parquet massif. Nous pensons que quelques explications sont intéressantes, dans la mesure où un parquet est un produit qui a un certain coût et une certaine durée de vie. Indépendamment de la pose en elle-même, il y a le parquet à choisir, avec des caractéristiques qui lui sont propres. La largeur et l'épaisseur des planches, l'aspect, la qualité du bois, etc. Mais il existe également certaines règles qui concernent le sens de pose, le point de départ ou les raccords avec les pièces adjacentes. Le but de ce module est de vous permettre de choisir un parquet correct et de le placer dans le respect des règles de l'art. Mais c'est aussi de vous donner des indications sur les remédiations éventuelles à apporter au support. Après la pose, c'est savoir comment traiter et entretenir votre parquet. Avant de démarrer, sachez que la plupart des explications que nous allons vous donner ici s'avèrent aussi pertinentes pour la pose de parquet non massif ou des revêtements stratifiés, en pose collée ou en pose libre. Les règles générales et les outils restent les mêmes. Commençons par le commencement. Avant de penser à acheter et à poser un parquet, il faut savoir si l'endroit où on veut le placer est bien approprié. En un mot, est-ce une bonne idée de poser maintenant un parquet à un endroit donné? Effectivement, toutes les pièces ne se prêtent pas à l'installation d'un parquet, ou en tout cas, peut-être pas au moment où vous le pensez. En fait, que votre habitation soit neuve ou pas, les règles sont toujours les mêmes. L'ambiance doit être saine, le support doit répondre à certains critères et aucun obstacle majeur ne doit vous empêcher de poser un parquet. Nous sommes ici au premier étage d'une maison neuve, construite il y a juste 1 an. La propriétaire de la maison est kinésithérapeute et cette pièce est destinée à un usage professionnel. Le grand escalier descend vers une porte d'entrée réservée aux patients et le petit donne accès à la partie privative de la maison. D'abord, nous allons procéder à l'examen des lieux et son ambiance générale. Fait-il anormalement frais ou humide? Y a-t-il des problèmes d'étanchéité entre l'intérieur et l'extérieur? Inspectons. Ici, pas de traces d'humidité. Les murs sont visiblement secs. Pas de traces d'humidité au niveau des plafonds, pas de cloque dans la peinture. Cette vérification minutieuse est nécessaire. Voyons près des châssis. Pas de traces d'infiltration non plus. Je me trouve ici au premier étage, je n'ai donc pas à me soucier d'humidité ascensionnelle. Bien. En premier examen, cette pièce peut accueillir un parquet. Passons à la prochaine étape. Existe-t-il des obstacles qui risquent de nous gêner lors de la pose? Faisons le tour. Vous voyez, je vais ajouter une certaine épaisseur. Est-ce que c'est possible partout et est-ce esthétique? Au centre de la pièce, pas de problème, évidemment. C'est plutôt aux endroits où le parquet entre en contact avec une autre surface que l'on doit rester vigilant. Par exemple, dans cette pièce, les obstacles majeurs sont les 2 escaliers. Il y a la marche palière de l'escalier qui monte du rez-de-chaussée. Ici, le parquet était prévu. Le niveau final avait été donné au menuisier. Même chose pour le petit escalier. Il est placé sur des cales de 15 mm. Je vais pouvoir me glisser en dessous. Notez que dans cette pièce, je n'ai pas de tuyau de chauffage. Il y a 2 convecteurs d'appoint et un chauffage au sol basse température. Il y a une porte, mais elle n'est pas concernée par la pose du parquet. Dans une maison neuve, si les portes sont placées avant le revêtement de sol, demandez aussi qu'elles soient posées sur des cales, comme ce petit escalier. Non seulement les conditions sont bonnes pour placer mon parquet, mais en plus, je sais que je vais pouvoir gérer les obstacles qui se présentent. Voyons maintenant l'élément essentiel, le support, le sol sur lequel je vais pouvoir poser mon parquet. Notre principal ennemi, c'est l'humidité sous toutes ses formes. Dans cette maison récente, la chape a été coulée il y a plus d'1 an. Elle a donc eu le temps de sécher et est prête à recevoir un parquet. Si elle était encore humide, la colle n'adhérerait pas à la chape et, plus embêtant, l'humidité resterait emprisonnée et déformerait votre parquet. Il y a une méthode simple pour calculer le temps de séchage de votre chape.
Lorsqu'une chape vient d'être coulée, multipliez l'épaisseur de la chape en centimètres par 2. Le résultat est votre temps de séchage en semaines. Exemple, vous venez de couler une chape de 8 cm, attendez 16 semaines. Il existe évidemment des règles objectives de contrôle de l'humidité du support. Le taux d'humidité doit être de maximum 2%. L'appareil qui permet de mesurer cela de façon précise s'appelle une bombe à carbure. La bombe à carbure est un appareil qui permet l'analyse chimique d'un extrait de votre chape. Vous ne trouverez pas cet outil partout, seuls les professionnels s'en servent. Insistez peut-être auprès d'un centre de location pour qu'il s'en procure une. C'est un ustensile très intéressant et facile d'utilisation. Un bon conseil, méfiez-vous des petits testeurs électroniques, plutôt destinés à tester les enduits. Attention aussi aux trucs de grand-mère. Certains recommandent par exemple de mettre du sel sur la chape et d'observer s'il reste bien sec. Un deuxième conseil, pour diminuer le temps de séchage d'une chape, dans le cas d'une nouvelle construction, vous avez la possibilité d'utiliser des ciments spéciaux à séchage ultra rapide. Il existe aujourd'hui des produits qui vous permettent d'avoir une chape de 8 cm sèche en 3 jours. C'est bien. Mais si votre maison est neuve, restez vigilant face au temps de séchage du bâtiment et des murs. En cas de doute, une seule règle, attendre. Par contre, si votre chape renferme un chauffage intégré, comme c'est le cas ici, le délai sera raccourci. Ceci dit, vous avez peut-être comme support non pas une chape, mais des panneaux en particules de bois. Il vous suffira alors de vérifier l'humidité générale du bâtiment. Dans la plupart des cas, dans une maison neuve ou une extension, le problème de l'humidité est assez facile à gérer. En rénovation, c'est autre chose. Imaginez une maison construite il y a plusieurs dizaines d'années. Au sol, un carrelage. Ce revêtement ne vous plaît pas. Vous voulez le couvrir d'un parquet massif. D'accord. Si les conditions sont réunies, vous pouvez coller dessus. Il suffit de choisir la colle appropriée. Nous y reviendrons. Mais ce support est-il adéquat? Comment ce carrelage a-t-il été posé à l'époque? Vu l'année de la construction de cette fermette, certainement sur un lit de sable ou de remblai. Et il n'y a pas de cave. En un mot, il n'y a aucune barrière contre d'éventuelles remontées d'humidité ascensionnelle. Vous pouvez prendre le risque de poser. Mais je me permettrai néanmoins de vous donner un conseil. Évitez les complications avant même qu'elles ne surviennent. Puisque le carrelage ne vous plaît plus, enlevez-le, dégagez le sable sur lequel il est certainement posé et refaites un support correct, bien isolé. Une dalle de béton et une chape de finition. Si vous ne voulez pas rentrer dans ce genre de travaux, il existe des barrières anti-humidité, souvent un produit à 2 composants. Vous l'étalerez au rouleau sur votre vieux carrelage. Soyez prudent avec cette solution, car ce n'est pas toujours suffisant. Ce n'est pas le cas ici. Bien. Examinons le critère de planéité. Planéité est utilisé ici dans le sens bien plat, sans vague. Cette chape, par exemple, elle doit respecter des critères précis. Sous une latte de 2 mètres, il ne peut pas y avoir d'espace de plus de 3 mm. Vous voyez, sous cette latte, il n'y a pratiquement pas d'espace. Si vous avez des espaces de plus de 3 mm, soit vous acceptez les petites vagues qu'il y a dans le support, et il en résultera un encollage un peu moins performant et une planéité imparfaite, soit vous rectifiez en coulant une égaline. Une égaline est un ciment prêt à l'emploi, qu'il suffit de mélanger avec de l'eau. Elle peut se mettre en très fine épaisseur de 1 à 10 mm. Il existe des égalines pour tous les supports, y compris les panneaux en bois ou les vieux planchers. Attention aux conditions d'utilisation. Ne mettez pas une égaline sur des panneaux mal fixés ou bien non jointifs. Tout passerait au travers ou pourrait ne pas tenir. Si les panneaux ou le vieux plancher vibrent, l'égaline va se décoller. N'hésitez pas à prendre des photos et à décrire la situation à votre marchand de matériaux. Et n'oubliez pas, la colle que vous allez utiliser ne doit jamais servir à rattraper des inégalités. Son épaisseur est négligeable. Maintenant, vérifions la solidité du support, très important. Ici, le support tient bon, pas d'inquiétude. Un dégagement exagéré de poussière indique qu'il y a un problème à résoudre. On peut améliorer cette situation par l'utilisation d'un fixateur qui va durcir la partie superficielle de la chape. Ailleurs, dans un grenier par exemple, vous vérifierez que les panneaux sont bien fixés. Dans une ancienne maison, que des carrelages ne se déchaussent pas, etc.
Tous ces problèmes doivent être réglés avant la pose du parquet. Et enfin, nous avons la propreté du support. Votre parquet massif va être collé. Il faut que cette colle adhère correctement au support. Donc pas de poussière, pas de graisse, etc. Un exemple concret. Un ancien carrelage sur lequel vous voulez mettre un parquet. Pas d'humidité ascensionnelle ou résiduelle? Parfait. Mais votre carrelage a été nettoyé au savon pendant des décennies. Il reste gras. Dégraissez-le en le frottant avec de l'acétone, par exemple. Griffez-le éventuellement, si le carrelage est trop lisse. Vous pouvez utiliser une ponceuse pour faire cela, une monobrosse. Nous vous la montrerons bientôt. Et bien sûr, aspirez la poussière convenablement. Bien, résumons ce chapitre. L'ambiance générale doit être bonne, c'est-à-dire suffisamment sèche et chaude. Ainsi, ne posez pas par une température inférieure à 10 degrés, ne serait-ce que pour la colle. Les obstacles éventuels doivent être gérables. Méfiez-vous notamment des portes qui s'ouvrent vers l'intérieur de la pièce et qui doivent être démontées ou recoupées avant la pose du parquet. Attention, les portes en verre ne se recoupent pas. Le support doit être sec, ainsi que le bâtiment dans sa globalité. Plan. Plan est utilisé ici dans le sens de plat, sans vague. Solide, pour que la durée de vie de votre parquet ne soit pas dépendante d'un mauvais support. Propre, pour que la colle adhère au support, pas de graisse, de restes de cire, etc. Et bien sûr, le conseil du jour, ne comptez pas sur le parquet ou sur la colle pour rectifier une situation qui n'est pas correcte. Dans la majorité des cas, les conditions sont bonnes. Nous ne sommes pas pessimistes, mais il vaut mieux repérer les problèmes avant de commencer. Dans le cas qui nous occupe, les conditions sont remplies. Je vous propose donc d'aller choisir notre parquet. Nous voici chez un fournisseur de parquet, où nous allons pouvoir trouver tout le nécessaire à la pose. Le parquet, évidemment, mais aussi les plinthes, la colle, etc. C'est le parquet en chêne qui est le plus utilisé dans nos contrées, raison pour laquelle nous l'avons privilégié dans ce module. Vous en trouverez très facilement dans un grand nombre de points de vente. A priori, tout ce que nous allons vous apprendre ici, vous pouvez le transposer non seulement aux autres essences de bois, mais également au parquet semi-massif. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas de panique. Un parquet semi-massif est simplement un parquet où seulement les 3 ou 4 mm supérieurs sont en bois noble, en vrai bois entier. Le reste, la base si vous voulez, est de constitution variable, de l'aggloméré, du MDF. Cela permet notamment d'utiliser moins de bon bois. Voilà, j'en ai justement un exemple ici par hasard. Je vous le montre. Voyez la couche de bois noble. 3-4 mm. Pour une utilisation privée, c'est très correct. Pour une pièce à usage plus intensif, le massif est sans doute supérieur. Vous noterez en passant que ce parquet est déjà traité. Même les parquets en bois massif le sont parfois. Une finition déjà faite en usine, ça peut être intéressant pour éviter de faire cette opération soi-même. Je ne recommande cette option que lorsque vous faites une pièce facile, parce qu'un parquet déjà traité, vous ne pouvez pas le retoucher, pas facilement en tout cas, si vous faites une griffe pendant la pose. Je prends une autre planche au hasard, rien de bien spécial en première apparence. Examinons-la d'un peu plus près. D'abord, ceci. Vous voyez que ces planches sont pourvues d'un emboîtement sur tout leur périmètre. On parle d'une rainure et d'une languette. Le but de celle-ci est d'empêcher les planches de désaffleurer. Vous voyez, c'est intéressant car ça vous évitera de devoir poncer le parquet après la pose. Et cela donne une tenue à l'ensemble. Entre nous soit dit, c'est pour cela que nous avons choisi de vous présenter ce type de parquet. L'avantage de cet emboîtement les rend très populaires et on les trouve facilement. Assurez-vous que cet emboîtement est bien présent sur les 4 côtés, les 2 grands et les 2 petits. Ce n'est pas toujours le cas. Après l'emboîtement, il y a ce qu'on appelle le choix du bois, c'est-à-dire les défauts visibles. Les défauts visibles, c'est l'ensemble des éléments qui font qu'une planche n'est pas parfaite. Des nœuds, par exemple. Ils sont moyens et sains dans ce cas-ci. Moins vous voudrez de ces défauts, plus vous paierez cher. On parle en fait du choix pour désigner la qualité apparente d'un parquet. Premier choix, pas de défaut. Deuxième choix, petit nœud de maximum 10 mm, etc. La présence de ces nœuds ne diminue pas la résistance intrinsèque de votre parquet. Si vous aimez cela, pas de problème.
Évitez cependant des défauts qui ne sont pas dus à l'arbre, mais bien au travail de façonnage ou de séchage du bois. Des planches fendues, mal rabotées, tordues. Normalement, la réputation de votre fournisseur devrait vous éviter ce genre de problème. D'une manière générale, un parquet à coller a une épaisseur de 15 mm, à 1 ou 2 mm près. Vous n'userez jamais une telle épaisseur de bois, mais elle est nécessaire pour pouvoir façonner l'emboîtement dont nous venons de parler. La couche que vous pouvez véritablement user est bien celle qu'il y a au-dessus de la rainure. Regardez, dans ce cas-ci, 4 mm, bien suffisant quand on sait que lors d'une rénovation, lors du ponçage intégral d'un parquet, une opération que l'on fait tous les 20 ou 30 ans, on enlève à peu près 1 mm de matière. Et puisque nous parlons d'épaisseur, sachez qu'il existe des parquets plus épais, 20, 21 ou 22 mm. Ceux-ci sont normalement réservés à une pose sur gîtage, sur poutre. Ils sont plus épais pour ne pas plier quand vous marchez entre deux poutres, tout simplement. Ceci dit, vous pouvez coller un parquet de cette épaisseur. Les colles actuelles sont suffisamment puissantes. Mais cette épaisseur n'est pas nécessaire. Quatrième paramètre, la largeur. La mode des grandes largeurs. Bon d'accord, c'est joli, mais techniquement, est-ce bien raisonnable? Il faut savoir que le bois vit, comme on dit. Les fibres sont toujours actives. Elles se gonflent légèrement quand l'humidité ambiante augmente et se rétractent dans le cas contraire. Voilà pourquoi on dit qu'un parquet bouge. Raison pour laquelle il faut laisser un joint de dilatation en périphérie de notre parquet. Mais s'il fait très sec, si la planche est large, la contraction va se remarquer. Bon, ce sont des conditions extrêmes, peu probables chez vous. Gardez cependant ce conseil en mémoire. Évitez de dépasser un rapport de 1 à 10 entre l'épaisseur et la largeur. Pour un parquet de 15 mm, une planche de 15 cm de large est un excellent choix. Une autre possibilité est d'opter pour un panaché de différentes largeurs, les planches les plus étroites, empêchant les planches plus larges de trop travailler. Esthétiquement, cela apporte une certaine souplesse. Voyez si vous pouvez trouver cela chez votre fournisseur. Concernant la longueur des planches, il n'y a rien de bien spécial à dire. Les longueurs sont généralement variables. On coupe les planches au moment de la fabrication du parquet, simplement parce que la présence d'un défaut trop important empêche de faire autrement. Si vous aimez les grandes longueurs, vous pouvez donc comprendre que ce sera plus facile à trouver dans un choix rustique. En premier choix, cela risque de vous coûter cher. Et tiens, ça pourrait être une bonne raison pour vous orienter vers du parquet semi-massif. Vous vous souvenez? Moins de bois, donc moins cher dans ce cas-là. Une autre caractéristique concerne ce petit biseau que l'on voit en bord de planche. Lorsque deux planches sont emboîtées, il y a formation d'un petit V. On appelle cela un chanfrein. Et ça sert à quoi, un chanfrein? Il a deux utilités. La première est d'habituer votre œil à cette ligne entre chaque rangée. Vous voyez la ligne plus sombre. Si votre parquet s'ouvre un peu, si les planches s'écartent, vous ne le voyez pas, ou moins, parce que vous êtes habitué à cet écart virtuel entre les planches. Mais aussi, on sent moins les éventuels petits désaffleurs, et ça vous évite de poncer le parquet après la pose. Regardez. Vous comprenez, si le parquet est sans chanfrein et qu'il bouge un peu, vous le verrez et vous le sentirez plus vite, comme ceci. En fait, les chanfreins masquent et à l'œil et au toucher les petits mouvements qui peuvent se produire. Je terminerai ce chapitre en retournant la planche. Et que voit-on? Des lignes, des stries. Et ça sert à quoi ces stries? Eh bien tout d'abord à guider les planches à travers les différentes machines, raboteuses, ponceuses, etc. L'intérêt secondaire, c'est qu'elles réduisent la nervosité du bois, surtout pour les grandes largeurs. On résume. Voici donc les différentes caractéristiques d'un parquet, en chêne ou dans une autre essence de bois, dont vous devez tenir compte lors de l'achat. Les caractéristiques des éléments de parquet, l'emboîtement. C'est en fait la présence d'une rainure et d'une languette, idéalement sur tous les côtés de la planche. C'est une nécessité technique pour avoir un résultat correct. Le choix. Le choix, c'est la qualité apparente du parquet, avec ou sans nœud, petit ou grand défaut. Moins il y a de défauts, plus le parquet est cher. Sachez qu'il existe des appellations précises, mais qu'elles ne sont pas toujours utilisées ni respectées. L'épaisseur. L'épaisseur d'un parquet massif oscille entre 14 et 16 mm, mais rien ne vous empêche de mettre plus. Ça
C'est à voir avec le revêtement que vous avez dans les autres pièces, revêtement avec lequel votre parquet devrait idéalement correspondre. La largeur. Rappelez-vous, je vous propose de respecter un rapport de 1/10 entre l'épaisseur et la largeur, et cela pour une question de stabilité. La longueur. Les longueurs sont généralement variables. Le chanfrein. C'est le biseau en bord de planche, généralement réservé aux grands côtés. Les chanfreins masquent les petits mouvements du parquet. Les stries. Situées sur l'envers de l'élément, elles servent à guider les planches lors du façonnage. La finition, fini ou brut. La plupart du temps, vous trouverez les parquets massifs bruts, à traiter après pose. Dans la mesure où vous devez toujours coller ces parquets massifs et qu'il peut y avoir des petits débordements de colle, ce n'est pas plus mal. Par contre, ils sont généralement déjà bien poncés. Assurez-vous de cet état de choses. Cela vous évitera une étape de travail et la location d'une ou deux machines, massif ou semi-massif. Sachez que tout ce que nous avons dit et allons dire s'applique également au parquet semi-massif. Bon, ce n'est pas tout ça, il est temps de passer ma commande. Je vous propose de la faire ensemble en partant du plan de la pièce. Voici donc la pièce à parqueter. 5 mètres en largeur, 7 mètres en longueur, égale 35 mètres carrés. Si je retire la cage de l'escalier principal, soit 3,5 mètres carrés, il me reste 31 mètres carrés et demi à couvrir. Concernant les plaintes, je vais bien sûr les commander maintenant, mais je vous expliquerai la procédure un peu plus tard. Pour couvrir mes 31 mètres carrés et demi, je dois commander un peu plus, 7 à 8% en plus, soit 33,70 mètres carrés à peu près. Comme colle, je prends la plus récente, une colle prête à l'emploi MS Polymère. Elle est sans solvant et monocomposant. Ça veut dire que je ne dois pas la mélanger avec un autre produit et qu'il me suffit de refermer le pot quand je veux faire une pause. À raison de 1,3 kg au mètre carré, j'ai besoin de 41 kg. Puisqu'il s'agit de seaux de 16 kg, j'en commande 3. Alors ça, c'est une bonne question. Dans quel sens le mettre, mon parquet? À vrai dire, il n'y a pas beaucoup de règles. C'est votre goût, votre envie qui doit décider. Il y a néanmoins un aspect technique qu'il ne faut pas négliger, c'est la façon dont un parquet se dilate, surtout un parquet massif. S'il doit un peu bouger, il le fera plutôt dans le sens du diamètre des fibres. Les planches vont donc un peu s'élargir, mais très peu s'allonger. La conséquence, si vous avez une pièce plutôt grande, plutôt rectangulaire, posez de préférence les planches dans le sens de la longueur. Ainsi, dans cette pièce, qui mesure 5 mètres sur 7, je vais poser dans ce sens-ci. De cette manière, la dilatation ne se fait que sur 5 mètres. Ici, ce n'est pas très important, la pièce n'est pas immense. Dans un long couloir, par contre, ça peut jouer. C'est le cas de le dire. Maintenant que je connais mon sens de pose, je peux décider par où commencer. Bien sûr, vous avez envie de commencer contre un mur. C'est plus facile. Méfiez-vous cependant du manque de régularité assez typique des bâtiments plus anciens. N'oubliez jamais que le critère véritable, ce n'est pas le mur, c'est votre regard, c'est la sensation que vous avez en rentrant dans la pièce. Quel que soit le sens pour lequel vous optez, il faut que cette sensation soit bonne. Regardez. Voilà une pièce bien carrée. Une seule porte permet de rentrer dans cette pièce. Vous pouvez choisir le sens de pose qui vous plaît le plus. Techniquement, c'est sans importance. Retenez simplement ceci. Si vous voulez que le parquet soit perpendiculaire à votre regard quand vous rentrez dans la pièce, posez-le vraiment perpendiculaire à votre regard. Pour cela, et surtout dans un vieux bâtiment, ne vous fiez pas trop au mur. Regardez. Et si votre carré n'était pas vraiment un carré? Si vous prenez le mur du fond comme point de départ, imaginez ce que cela va donner quand vous allez arriver à hauteur de la porte. Vous aurez compris que s'appuyer sur un mur pour démarrer son parquet n'est pas toujours une bonne idée. Ce qui compte, c'est l'impression quand vous rentrez dans la pièce. Alors que faire? Pour éviter ce risque, faites un essai. Placez sans les coller 3 ou 4 rangées de planches de telle façon que l'effet soit bon quand vous êtes au seuil de la pièce. Quand c'est le cas, mesurez. Et mesurez seulement à ce moment-là pour voir si vous pouvez utiliser le mur comme point d'appui. Si les mesures gauche et droite ne sont pas identiques, tracez une ligne devant le mur qui respecte les mesures et utilisez cette ligne comme point de départ.
Quand vous aurez fini, vous comblerez le triangle qui reste avec des morceaux de planche recoupés en conséquence. C'est beaucoup moins grave qu'un parquet qui vous donne une mauvaise sensation. Bien entendu, ce que nous venons de dire s'applique également si vous voulez votre parquet dans l'autre sens, c'est-à-dire bien parallèle à votre regard quand vous êtes au seuil de la pièce. Et dans cette pièce, comment vais-je déterminer le point de départ? La maison est neuve, les murs bien tracés, la pièce bien rectangulaire. Le problème est ailleurs. C'est deux escaliers qui sont dans le chemin. Si je m'appuie sur le mur gauche ou le mur droit, je risque d'avoir des difficultés pour faire les découpes nécessaires au niveau de ces escaliers. Des petits morceaux, des coupes délicates. Alors je vais commencer à la marche palière et profiter que l'espace est bien dégagé pour faire du bon travail. Voici une petite animation pour vous aider à comprendre mon idée. Voici notre pièce vue en plan. Je repère le milieu des deux largeurs et trace une ligne qui traverse la pièce. Notez que cette ligne est bien perpendiculaire à mon regard quand je monte le grand escalier et bien parallèle quand je sors de la partie privée. Je vais maintenant reporter cette ligne au plus près de mon grand escalier. C'est cette ligne qui va être mon point de départ et je vais remplir ma pièce vers la gauche. Je vais donc stocker les 2/3 du parquet près du mur de gauche et 1/3 près du mur de droite. Bien, voici les outils indispensables. Un double mètre, un crayon, une équerre, une grande latte, un marteau, un petit rabot et le cordex. Nous verrons au fur et à mesure si nous avons besoin d'autre chose. Les machines maintenant. Elles ne sont pas obligatoires, mais bon, il faut avouer que c'est plus facile et plus rapide. Alors voilà une scie radiale, également appelée scie à onglet. C'est la machine que vous allez utiliser continuellement. Celle-ci a une lame d'un diamètre de 30 cm et compte 80 dents. Vous pouvez la poser sur une petite table ou un établi portatif. Elle se manie comme ceci. Je pose ma planche et la maintiens d'une main pendant que j'actionne la gâchette de l'autre main. Notez la présence de la protection qui se lève au moment où je fais descendre la lame. C'est une machine très utile que vous pourrez trouver facilement en location. Elle n'est pas suffisante malheureusement parce qu'elle ne fait que des découpes simples et droites, même si on peut orienter le sens de la découpe. Intéressant, sur beaucoup de modèles, il existe la possibilité de tirer sur le bloc moteur et de pouvoir couper de plus grands morceaux. Pour les petites découpes, il vous faut aussi une scie sauteuse. Avec elle, vous pouvez faire des découpes plus particulières, plus subtiles et même des découpes arrondies, si vous utilisez la lame appropriée. OK pour les outils? Allons-y. Voilà ma ligne de référence. Elle rejoint le centre des deux petits murs. Je vais démarrer de l'escalier en restant parallèle à ma ligne de référence. Quand la première ligne de parquet sera tirée, le reste deviendra très facile. Allons-y pour les découpes, on mettra de la colle après.
Voilà, sans la colle et les autres planches dans le chemin, c'est nettement plus facile. Observons le travail. Notez que les planches ne touchent rien. Il y a bien un joint de dilatation entre celle-ci et l'obstacle constitué par l'escalier principal. Par contre, la planche est glissée en dessous du petit escalier. Voyez aussi que la languette est face à vous. Pourquoi ? Parce que vous allez peut-être devoir insister et frapper avec un marteau si certaines planches ne s'emboîtent pas facilement. Et dans ce cas, il est préférable de frapper sur la languette. Elle constitue en effet une protection de la planche. D'ailleurs, ne frappez jamais directement, mais utilisez une cale en bois pour protéger la languette. Bien, voilà, encore un morceau et ma première ligne est terminée. Pour couper le morceau nécessaire, je retourne ma planche de façon à avoir la longueur qu'il me faut. Mais je trace un repère quelques millimètres avant la jonction avec l'autre planche pour la dilatation. Et le morceau qu'il reste, je l'utilise pour commencer la ligne suivante. Maintenant, je vais tracer une ligne au crayon devant mes 3 premières lignes de parquet et puis les dégager. C'est l'endroit où je vais mettre la colle. La surface est approximativement de 3,5 mètres carrés à raison de 1,3 kg au mètre carré. Cela me fait 4,5 kg à déverser. C'est juste une question d'habitude. Allons-y. Comme je suis droitier, je déverse la colle à droite de la pièce. Notez la façon de tenir la spatule, inclinée à 45 degrés, les doigts au-dessus et le pouce en dessous. Essayez de ne pas dépasser le trait au crayon. Posons maintenant les planches qui sont prédécoupées. Nous avons une demi-heure pour le faire, avant que la colle ne commence à prendre. Notez que les planches sont déposées assez près l'une de l'autre avant d'être emboîtées. Les planches sont pressées afin de favoriser un bon encollage. Vérifions une dernière fois que mon début de parquet est toujours bien rectiligne avec mon reel, que la sensation est toujours bonne. Arrivé à cette étape, vous avez 2 possibilités. Vous pouvez continuer sur votre lancée en bloquant les lignes déjà posées ou attendre demain que la colle soit sèche. L'avantage est que vous aurez alors un bon point d'appui les 3 premières lignes. En ce qui nous concerne, nous allons continuer. Vous savez qu'il nous reste une bonne partie de parquet à monter. Nous allons placer une partie derrière nos 3 lignes pour les bloquer et avec le reste, nous allons essayer de terminer la première grosse moitié. À demain. Bonjour, bien dormi ? Parfait. Nous voici sur notre parquet avec une bonne partie de posée. Examinons-la ensemble si vous voulez. Quelques remarques. Vous voyez que nous avons laissé un joint de dilatation partout. Il n'y a pas d'effet escalier. Un joint ici, et puis là, là, bref, un escalier. Ils ne sont pas non plus alignés. Vous voyez que nous avons glissé des cales entre la dernière planche et le mur pour que les rangées restent bien serrées pendant le séchage de la colle. Il reste quelques lignes à tirer. On se retrouve pour une petite subtilité. Nous allons travailler à l'envers, c'est-à-dire rainure vers le mur. Attention, si vous devez frapper sur les planches, tapez doucement et toujours avec une cale. Faisons la première planche de la dernière ligne ensemble. Comme vous voyez, le principe est toujours pareil. On retourne la planche dans le sens de la largeur. Je mets la planche sur le dos, languette contre le mur pour tracer ce qui me manque. Pour ces derniers morceaux, je vous propose de spatuler la colle directement à l'arrière des morceaux et pas sur la chape. Cela vous permet de finir calmement, sans stress. Quand tout est placé, vérifiez bien que des planches ne se sont pas écartées.
Cela arrive en travaillant. Resserrez-les, mettez éventuellement des petites cales à droite et à gauche et laissez la colle prendre et sécher. À demain. Bonjour, nous revoici sur notre beau parquet. Encore quelques minutes de travaux et il sera à vous. Nous allons effectuer ces travaux chronologiquement parce qu'il y a une certaine logique à respecter. Première chose, bouchez les trous. Les trous, c'est peut-être un nœud, une petite fente. Rien de grave, mais si ça vous déplaît, on peut mettre de la pâte à bois. Choisissez la teinte chêne clair dans ce cas-ci. Vous pouvez travailler avec un tube et une spatule, mais la pâte existe aussi en pot s'il vous en faut beaucoup. Bon, dans notre cas, un très beau choix, il n'y a pratiquement pas de défaut. Et que faire avec les joints de dilatation qui ne seront pas cachés par une plinthe ou un quart de rond? Le joint que j'ai laissé entre le parquet et l'escalier, par exemple. Pas question de le boucher avec une matière dure, comme ma pâte à bois. Mais vous pouvez les remplir avec un enduit souple, ça existe. Voilà, une sorte de silicone, en fait un mastic acrylique. C'est un produit qui se vend en cartouche. Vous devez donc avoir aussi un pistolet à silicone. L'idéal est de protéger les bords avec du ruban de masquage, de remplir et de lisser ensuite. Le ponçage local maintenant, et notamment là où vous venez de mettre de la pâte à bois, et aussi les petites traces de colle, de chaussures, bref, il faut que votre parquet soit propre avant de le traiter. Quand vos corrections sont faites, un bon coup d'aspirateur. La première couche de produit, enfin. Avant les plaintes? Oui. Pourquoi? Parce que cela vous donne l'occasion de traiter toute la surface jusqu'au mur. Si votre parquet se contracte un tout petit peu dans les mois qui viennent, il n'y aura pas de différence de couleur. Regardez. Si l'ambiance de votre pièce est trop sèche, cela va se répercuter sur votre parquet. Il va non pas se dilater, mais se rétracter de quelques dixièmes de millimètre. Mais ça suffit pour laisser apparaître une fine ligne claire devant les plaintes. Si vous avez mis une première couche avant la pose de celle-ci, vous n'aurez pas le problème. Parlons un peu de ces produits de finition. Il existe aujourd'hui deux grandes familles, les vitrificateurs et les huiles. Nous n'allons pas rentrer dans un débat qui durerait des heures. Vous aurez autant d'avis qu'il existe de produits différents. Quelques conseils. Choisissez des produits de qualité. Ils sont assez coûteux, mais cela vaut la peine. Essayez de voir des échantillons réalisés avec les produits qu'on vous conseille. Choisissez l'aspect que vous aimez, mat, satiné ou brillant. Enfin, renseignez-vous bien sur la façon d'entretenir le produit choisi. Et retenez une chose, il n'existe pas de produit qui ne demande pas d'entretien. Nous y reviendrons. En ce qui nous concerne, nous avons choisi une huile plus discrète qu'un vernis. L'huile est un produit qui imprègne le bois, alors que le vernis recouvre le bois. L'application se fait au rouleau. Notez que l'opération est facilitée par l'absence des plaintes. Je peux travailler plus librement. Je vais maintenant laisser sécher cette couche 2 heures. C'est un produit qui sèche rapidement parce qu'il est en phase aqueuse, c'est-à-dire que les particules sont en dispersion dans de l'eau et non pas dans un solvant. Meilleur pour la santé. Vous aurez certainement compris que plusieurs étapes sont nécessaires pour placer un parquet et qu'elles se réalisent sur plusieurs jours. Ceci est notre dernier jour, la pose des accessoires et la dernière couche d'huile. Je vous rappelle que vous marchez sur un parquet déjà partiellement traité. Utilisez des chaussures légères et propres. Pas de panique, si vous faites une petite griffe, vous devez de toute façon faire un léger ponçage avant de mettre cette dernière couche. Eh bien, nous allons poser les accessoires. Voilà un échantillon de plaintes classique en chêne massif. À titre d'information, les plaintes ont 2 objectifs. Le premier est de masquer le joint de dilatation et le second, de vous éviter de taper dans le mur chaque fois que vous passez l'aspirateur ou une brosse. Elles ne sont pas trop hautes, 7 cm, elles sont maniables et plus faciles à couper. Elles sont biseautées dans le fond pour être plus faciles à raboter. Si vous avez une légère bosse dans le sol, vous pouvez rectifier le dessous de la plainte pour qu'elle touche bien votre parquet. Le but du jeu est de garnir tous les murs près desquels vous avez mis du parquet, en faisant des raccords les plus élégants possibles entre les différents morceaux. C'est évidemment dans les angles que cela va être le plus difficile. C'est là que votre scie radiale devient vraiment très utile. Elle vous offre la possibilité d'orienter la découpe. Voici un petit montage que nous avons réalisé et qui représente le coin d'une pièce. Voyons comment le garnir. L'objectif, quand vous avez un angle entrant, comme ici, est d'avoir une belle jonction, bien complémentaire. Ce n'est pas toujours facile.
Comment faire? Pour un angle de 90 degrés, c'est-à-dire un angle droit, il faut positionner le plateau de la machine sur 45 degrés, à gauche. Ensuite, placer la plinthe tête en haut et belle face vers soi. J'explique ici pour les droitiers. Les gauchers feront exactement l'inverse. Et je viens de couper la plinthe qui vient à gauche de l'angle rentrant. Pour le morceau qui va venir à droite, c'est pareil, sauf que vous coupez la plinthe après l'avoir mise tête en bas, toujours avec la belle face vers soi. Et voilà mes deux découpes bien complémentaires. Je les place dans mon montage. Pour un angle sortant, vous inversez. Pour le côté gauche, on coupe la plinthe beau côté vers la scie, tête en bas. Pour le côté droit, beau côté vers la scie et tête en haut. Ces belles découpes ne sont pas toujours faciles à réussir, du premier coup en tout cas. Un bon conseil, faites d'abord ces découpes d'angle avant de couper les plinthes à mesure. Cela vous permet de rectifier l'angle s'il n'est pas bien fait. Vous allez bientôt comprendre ce que je veux dire. Voyez les dimensions précises des murs qu'il faut couvrir. Un mur de 6,70 m, un mur de 5,40 m, un mur de 5 m et un mur de 2 m, soit un total de 19,10 m. Essayez de ne pas mettre de petits morceaux de plinthe. N'hésitez pas à acheter 15 à 20% en plus. Pour couvrir les murs de cette pièce, nous avons acheté 8 plinthes de 3 mètres. L'idée est de mettre sur chaque mur plusieurs morceaux, mais de longueur identique, comme ceci. 3 morceaux de 2,23 m sur le grand mur, 2 morceaux de 2,70 m sur le mur du fond et 2 morceaux de 2,50 m à droite. Observez maintenant la tactique utilisée pour placer les plinthes. L'idée est de se donner un maximum de chance pour réussir les plus beaux angles possibles. Très important, je vais commencer par garnir les coins, le coin gauche d'abord. J'ai bien entendu couper les deux morceaux au bon angle, c'est-à-dire 45 degrés. Mais je ne fixe pas ces deux morceaux. D'ailleurs, ils ne sont pas à la bonne longueur. Je vérifie la qualité de mon coin. Si je dois rectifier, pas de problème, mes plinthes sont bien assez longues. Si l'angle me convient, alors je coupe les plinthes à mesure et je les fixe. Je recommence avec l'autre coin. Le but du jeu, c'est de vérifier la qualité des angles avant de couper les morceaux à mesure. Cela permet de les refaire si vous n'êtes pas satisfait du résultat. Dans la mesure du possible, en fonction des mesures de votre pièce et des longueurs des plinthes que vous avez pu trouver, essayez toujours de garnir les angles avant de combler le vide entre ces plinthes. Vous trouverez chez tout bon fournisseur des plinthes allant de 2 m à 3,50 m. Pour fixer ces plinthes, utilisez une cartouche de colle de montage qui se place dans le même pistolet à silicone que nous avons déjà utilisé. En attendant que la colle prenne, placez des poids derrière les morceaux de plinthe ou des clous que vous enfoncerez complètement ou que vous laisserez dépasser pour les retirer une fois que la colle aura pris. Petites lattes, quarts de rond, etc. se mettront de la même manière. Et près de l'escalier, nous allons utiliser une petite latte appelée contre-plinthe. Il est temps de mettre ma dernière couche de produit sur les plinthes et sur le parquet. 2 couches sur les plinthes et 3 sur le parquet. Ça dépend du produit, n'oubliez pas de lire le mode d'emploi. Pour avoir un bon résultat final, vous devez poncer très légèrement la surface de votre parquet avant la dernière couche. On appelle cette opération l'égrainage. Vous pouvez le faire à la main avec une feuille d'abrasif très léger, pliée en 4, ou à l'aide d'une monobrosse munie d'un patin en nylon. En voici une. Si vous louez cette machine, ce que je vous recommande pour une surface supérieure à 30 m², demandez qu'on vous explique son maniement. Et voilà, notre parquet est terminé. Je vous demande d'attendre 4 ou 5 jours avant de remettre les meubles. En effet, si le produit est sec, il n'est pas encore complètement solidifié. Placez des protections en dessous de tout ce qui bouge, chaises, fauteuils, tables. Méfiez-vous des chaises à roulettes qui se révèlent très abrasives dès qu'elles sont un peu sales. Ne nettoyez jamais un parquet avec beaucoup d'eau, mais nettoyez-le régulièrement. Les produits dont nous avons parlé, les huiles et les vernis, sont hydrofuges.
Vous pouvez passer une serpillière, un torchon légèrement humide, sans risque. Additionnez l'eau d'un peu de savon neutre, peu agressif. Tous les ans, ou plus fréquemment, si la pièce est très utilisée, vous devrez répandre un produit pur, non dilué. Il viendra remplacer ce que vous usez du produit de base. Idéalement, prenez des produits d'entretien de la même marque que le produit utilisé lors de la pose du parquet. Si vous respectez ces quelques conseils, vos enfants et petits-enfants connaîtront eux aussi le plaisir de marcher sur ce très beau parquet.